Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Jessie. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis ravie d'accueillir Jessie Cosman. Vous êtes directrice de cabinet et aidante familiale. On est accueillis dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon. Et moi, j'avais envie de vous accueillir, Jessie, parce que vous occupez des fonctions que peu de gens connaissent. Directrice de cabinet, on se demande ce que ça veut dire. C'est un peu obscur comme fonction. Vous, en fait, vous travaillez pour les élus. C'est ça, tout à fait. Dans votre vie de travail, c'est ça, c'est d'accompagner ceux et celles qui prennent la parole dans le débat public, justement. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on voit un petit peu les coulisses de comment ça se passe derrière. Et puis, vous êtes aussi aidante familiale par votre situation personnelle. Vous allez nous expliquer, vous avez créé une association, vous avez pas mal d'engagement aussi dans votre pop secteur d'activité. Donc, j'avais envie un peu qu'on mette la lumière sur votre métier ce matin en prenant ce Café des Lyonnes. Mais Jessie, première question de l'émission, justement, est-ce que vous êtes une femme engagée, et ça veut dire quoi pour vous, cette question d'engagement ? Alors, une femme engagée, oui, je crois que je le suis depuis toujours et que finalement, c'est un peu dans mon ADN. Ouais. C'est ce qui donne un petit peu du sens à ma vie, en fait. C'est de pouvoir finalement avoir toujours quelque chose à défendre, croire en quelque chose, et puis prendre la parole sur les sujets qui me tiennent à cœur. D'accord. Voilà, donc cet engagement, je le poursuis au quotidien, autant Ouais. dans ma vie professionnelle que ma vie personnelle. Comme vous l'avez dit, effectivement, moi je suis dans les coulisses un petit peu du monde politique local, on va dire, puisque je suis un relais et un conseil en fait pour les élus. Et dans ma vie personnelle également, puisque en plus d'être une femme active professionnellement, je suis aussi maman de 3 enfants, dont ma deuxième, Pia, qui est polyhandicapée et qui a 8 ans, donc qui demande effectivement une attention très très particulière. Et j'ai choisi aussi de m'engager sur tout ce qui est inclusion, handicap, et de parler aussi très souvent de mon histoire personnelle, puisque on en parlera, je pense, après de mon parcours, mais j'ai été mère au foyer durant 4 ans. Ce qui n'est pas du tout courant pour une directrice de cabinet, mais parce qu'à ce moment-là, j'ai choisi de me consacrer à elle et puis surtout à faire connaître mon histoire pour aussi, en fait, développer la prévention sur le virus qui a touché ma fille. Oui, c'est ça. Et donc, c'est toute une série d'engagements. Mais ça se concrétise comment, cet engagement, dans votre vie de tous les jours ? C'est un investissement, c'est jongler entre plein de choses différentes, parce que vous accompagnez votre fille, vous l'avez dit, mais donc, du coup, vous êtes sur un job qui est très chronophage aussi, directeur de cabinet, on va en parler. Donc, ça se matérialise comment, cet engagement ? Eh ben, constamment, je crois, du matin au soir, il y a peu de répit, en fait, finalement. J'ai presque envie de dire que ma journée est rythmée par les engagements, puisque, en fait, le matin, je me dédie à mes enfants, évidemment, mais surtout à ma fille, puisque elle n'a aucune autonomie, en fait, dans la vie de tous les jours. Elle a besoin de mon aide, l'aide de mon mari, évidemment, pour tout ce qu'elle entreprend. Elle ne parle pas, elle est sourde, elle ne marche pas, elle est en fauteuil roulant. Donc voilà, il y voilà, a toute une logistique derrière. Exactement, il y a une vraie logistique. On va dire que jusqu'à 7h45, moment où je la mets dans le camion qui l'emmène à l'institut, je suis dédiée, focus en fait un peu sur ses besoins. Et puis hop, 7h45, je suis une autre personne. D'accord. Et là, je rentre dans ma vie professionnelle, qui est effectivement, comme vous l'avez dit, un travail extrêmement prenant. En général, les directeurs de cabinet sont quand même réputés pour avoir une vie personnelle dédiée à leur vie professionnelle. Je pourrais presque dire que être à la fois aidante familiale et directrice de cabinet, pour moi, pour les gens, c'est presque un peu antagoniste, parce qu'on se dit la fonction de directeur de cabinet est très absorbante, mais la fonction d'aidant familial est aussi extrêmement et de maman déjà aussi. Et de maman, en Ouais, fait, tout à fait. oui, tout simplement. Mais donc voilà, je jongle, effectivement. Je jongle avec les appels, les sollicitations. Je mène de front tout ça. Justement, vous menez de front tout ça, mais vous auriez pu déjà choisir de ne faire que ça, entre guillemets, c'est déjà important. Mais vous allez au-delà de ça, puisque vous vous engagez aussi pour représenter votre métier au sein d'une association. Je sais que vous êtes à l'association Dextera, qui est une association qui est l'association des collaborateurs de cabinet. Vous avez choisi de prendre la parole sur le sujet du handicap et sur votre histoire personnelle pour aussi livrer des clés aux autres mamans, aux autres parents. Tout ça, vous auriez pu ne pas le faire. Je veux dire, ça vous apporte quoi, cet engagement ?
C'est vrai que j'aurais pu ne pas le faire et rester finalement dans les cases de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle, mais finalement, je pense que de m'engager en tant que telle, alors effectivement sur le niveau professionnel chez Dextera, qui est l'association nationale des collaborateurs de cabinet et dont j'ai intégré le bureau il y a quelques mois, bien, ça me permet aussi de représenter les femmes dans notre profession, puisqu'on est quand même très très minoritaire dans notre profession. Et puis effectivement, par rapport à Pia, quand j'ai été mère au foyer, j'avais plus de vie professionnelle, je n'avais plus qu'une vie personnelle que je n'avais pas vraiment choisie, puisque moi, pour être mère au foyer, c'était pas du tout une vocation. Et de là, au bout d'une fois passée en fait toute cette période de colère, de tristesse, d'acceptation aussi par rapport au handicap, je me suis dit comment je peux aider d'autres mamans, puisqu'en fait pour moi c'est fait, si je puis dire. Pia est touchée et polyhandicapée, ça ne changera pas. Par contre, j'ai été touchée par un virus que beaucoup de femmes peuvent éviter, en fait. Donc, de là, je me suis dit, si mon histoire peut aider d'autres femmes, pour moi, c'est naturel de le faire. Donc, c'est vrai que quand j'ai été mère au foyer, j'ai créé l'association Happy Pia, qui avait pour vocation, d'une part, d'aider financièrement aux besoins du quotidien pour Pia, donc tout ce qui est achat de matériel médical, enfin tous les surplus qui ne sont pas forcément pris en charge. Et puis, il y avait aussi tout ce qui était témoignage et puis accueil des mamans qui avaient besoin, en fait, aussi de parler, puisque quand on accueille un enfant polyhandicapé, en fait, la plus grande difficulté au début, c'est la solitude. La solitude d'être à la maison, et puis la solitude de se dire pourquoi moi et pourquoi toutes mes copines autour, elles ont des enfants en pleine forme. Et puis à qui je peux me confier, à qui je peux en parler. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette période sans vie professionnelle, à côté de ça, j'ai enchaîné les témoignages, et puis j'ai eu de nombreuses mamans qui sont venues me voir en me disant je suis comme vous. Voilà. Donc j'ai aidé par rapport à ça. Moi, ça m'a apporté une satisfaction personnelle. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, ma vie doit avoir du sens au quotidien, dans tout ce que j'entreprends. Et ça a donné du sens. Pia, on pourrait voir ça comme une épreuve de la vie. Moi, souvent, je me dis, l'univers se disait qu'il fallait mettre une petite fille polyhandicapée quelque part. Ils ont dû se dire, allez hop, on la met ici. Parce que justement, la maman, elle va prendre ça à bras-le-corps et puis elle va essayer d'aider d'autres familles. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de transformer cette épreuve comme finalement une chance de pouvoir découvrir un monde différent, d'entrer dans un club très privé des mamans d'enfants polyhandicapés, peu convoité, mais assez restreint. Qui est une réalité. Voilà, qui est une réalité. Et puis pouvoir peut-être faire bouger les lignes aussi, puisque Pia, comme je le disais, a été touchée par un virus. À force d'engagement, de témoignages, etc., on a finalement abouti aussi à ce que ce virus soit de mieux en mieux connu, de mieux en mieux dépisté. Donc je me dis, on a ajouté une petite pierre à cet édifice. Jessie, de votre poste d'observation, que ce soit dans votre engagement sur les sujets du handicap pour votre fille ou dans votre milieu professionnel, puisque vous êtes collaboratrice d'élus. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette profession, et en même temps, vous accompagnez des élus, et il n'y a pas beaucoup de femmes toujours dans les élus aujourd'hui. Vous trouvez, c'est quoi votre regard ? Vous trouvez que les femmes, elles sont suffisamment présentes dans le débat public pour prendre la parole sur des sujets dans la cité ? Alors non, je pense qu'elles ne sont pas suffisamment. C'est une place, effectivement, comme vous le dites, un monde qui est très, très occupé par les hommes, historiquement déjà, où les hommes ont toujours beaucoup plus osé, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus présentes depuis quelques années, mais pas encore assez. Et à la limite, j'ai envie de dire, ça ne tient qu'à nous, d'avoir un peu plus d'audace et d'avoir l'envie de participer, de s'engager, de prendre la parole. Des fois, on a un peu cette idée de se dire, je ne peux pas aller plus loin parce que je suis maman, ou... si je vais plus loin, je pourrais pas faire plus dans ma vie personnelle. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut juste y croire et se dire non, mais ça va le faire, je vais pouvoir faire tout ce dont j'ai envie, vraiment. Oui, de se réaliser, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est aussi des jobs qui sont très exposés. Oui. On n'a pas beaucoup le droit à l'erreur quand on est collaborateur d'élu, parce que tout ce qu'on fait, regarder au microscope et en plus engage la parole de son décideur ou de son patron. C'est ça. C'est aussi, il y a beaucoup de critiques, des opposants politiques notamment. Oui. C'est quand même, et on sait que les collaborateurs politiques sont souvent des cibles d'attaques, etc.
Comment on le vit, ça, à titre personnel? Alors, je pense que ça dépend aussi de sa personnalité. Moi, à mon sens, les collaborateurs d'élus, je dis souvent, on vit à 100 à l'heure, mais parce qu'en fait, on aime ça. Et nous sommes souvent des personnes, finalement, qui nous ennuyons vite. On a besoin de challenge et on a besoin de jeux constants. Et moi, c'est vrai que je vois mon métier un peu comme un jeu de tous les jours. J'ai ma to-do list le matin, mais en réalité, je ne sais jamais exactement ce qui va me tomber dessus dans la journée. Voilà. J'aime pouvoir anticiper, j'aime pouvoir fédérer, j'aime pouvoir conseiller. Et ça, c'est le propre de mon métier, de pouvoir faire le relais avec l'élu avec lequel je travaille, avec l'administration, avec les administrés. Effectivement, on est épié, on est en première ligne, tout est scruté. Mais il faut avoir l'amour un petit peu du détail, comme je le disais, du jeu, de l'envie, de l'engagement, de la passion. Moi, ce monde politique, j'ai baigné dedans toute petite. Et finalement, je crois que ça a presque été naturel pour moi que ça devienne mon métier. Alors justement, vous me faites une transition magnifique pour la question suivante. C'est quand vous étiez petite, vous rêviez de quoi vous vouliez faire quoi plus grande? Alors, plusieurs choses, en fait. En réalité, moi, j'ai baigné, comme je disais, dans le monde politique avec mon papa qui était très engagé politiquement en Haute-Savoie, sur Annecy. Donc, j'ai vraiment grandi dans les meetings politiques, dans les réunions politiques. Pour moi, c'était vraiment très naturel de parler de politique à la maison, de rencontrer des hommes politiques. Donc, d'ailleurs, à 18 ans, je ne me suis même pas posé de questions. J'ai pris ma carte en parti et j'ai milité. Voilà. Et à la fois, par contre, petite, je rêvais en fait surtout d'être sur scène, puisque j'ai fait 15 ans de danse classique et 10 ans de théâtre. Ah oui, d'accord. Vous vouliez Moi, je voulais faire le show. Voilà, je voulais faire le show. Je me disais que finalement, plus tard, je serais peut-être artiste. Donc, dans les coulisses ou sur scène, je savais pas vraiment, mais j'aimais le monde du spectacle, le monde de la représentation et tout ce qui est la créativité également. Au final, c'est la politique qui a gagné dessus. Je suis sur une autre scène, dans les coulisses, un autre spectacle, même si la politique n'est pas un spectacle, mais finalement, dans une autre dimension, je suis aussi dans des coulisses. Et donc là, vous faites quoi? Vous faites des études de quoi après le bac? Alors moi, j'ai un parcours assez atypique, puisque j'ai fait un Master 2 en droit public des affaires à Lyon 3, juste à côté d'ici. Plutôt classique, donc un joli cursus qui s'est bien passé. Assez étonnant, je dois le dire, puisque jusqu'à mon bac, j'ai été plus menée par la nonchalance. D'accord. On va dire que ça passait chaque année. C'est tout. Quand j'ai dit que je voulais faire la fac de droit, ça a un petit peu étonné ma famille, mais on m'a dit d'accord, très bien, vas-y. Et puis finalement, je me suis révélée à la fac, parce que j'ai adoré ce que j'ai appris en fait. J'ai trouvé ça. Ça vous a parlé, le droit? Ouais, ça m'a vraiment parlé. Et puis c'est très naturellement, en troisième année, on décide entre le droit privé et le droit public. En fait, moi, la question s'est même pas posée. Évidemment, pour moi, c'était le fonctionnement des administrations, de nos institutions, etc. Donc je suis allée en fait tout de suite en fac de droit. Dès la sortie de fac de droit, je suis devenue chargée de TD en droit constitutionnel et droit administratif. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais. Donc là, enseignement avec les premières et deuxième années. J'ai adoré cette période puisque j'ai vraiment appris la transmission. Et puis encore une fois, je travaillais avec la nourriture intellectuelle que j'avais tant aimée pendant 5 ans. Voilà. Et en parallèle, j'étais responsable juridique dans des administrations. Et là, pour le coup, je m'ennuyais un peu parce que je faisais du droit. Mais bon. Mais que de la technique juridique. Et franchement, je me suis dit, c'est pas mon truc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai jamais passé le barreau ou quoi que ce soit, parce que c'était pas mon truc, quoi. C'était pas pour moi. Et puis, après mon premier enfant, comme beaucoup de femmes, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'un peu plus de challenge à mon retour de grossesse. J'ai cherché un nouveau job. Et en fait, là, c'est le monde de la communication qui m'a accueillie, avec un groupe lyonnais qui s'appelait Partenaire et qui gérait tout ce qui était édition régionale du Figaro Magazine et de l'Express Magazine, donc les éditions Lyon, comme on connaissait, et qui cherchait en fait une commerciale, directrice de clientèle, pour pouvoir accompagner les collectivités territoriales dans leurs problématiques de communication. Ah oui, donc là, vous changez de côté, quoi. Exactement. En fait, j'ai changé de côté, et là, on m'a dit, dans notre métier, il y a du savoir-être et du savoir-faire. Le savoir-être, vous l'avez, par contre, le savoir-faire, on va vous l'apprendre. D'accord. Et donc, du coup, je suis devenue commerciale, en fait, dans le monde de la communication, et j'ai accompagné les collectivités dans leurs problématiques de tourisme, de marketing territorial, d'attractivité du territoire. D'accord. Et donc, j'ai appris totalement sur le tas le monde de la communication et du commerce. Voilà.
Ensuite, j'ai eu PIA, je me suis arrêtée de travailler, donc 4 ans mère au foyer, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, au bout de 4 ans, je me suis dit, ça commence à mieux rouler pour la vie de PIA, il faut que moi, je me retrouve un challenge professionnel. Et j'avais en fait un cursus en droit, des connaissances en communication et une appétence pour la politique depuis toujours. J'ai recontacté un petit peu l'ensemble de mon réseau qui m'a dit mais en fait, tu as vraiment le profil de directeur de cabinet, donc tente ta chance. Et ce qui était assez drôle, c'est que c'était le métier que je rêvais de faire quand je suis sortie de Master 2. Ouais, vraiment, pour moi, c'était un peu le Graal de ma vie professionnelle et que j'ai pas osé. Je pense vraiment en tant que femme, je me suis dit non, il n'y a pas assez de femmes dans ce milieu, j'y arriverai pas, ça sera trop prenant, je pourrais pas avoir des enfants à côté, etc. Donc je l'ai pas fait. Et puis finalement, c'est une fois que j'avais 3 enfants, que j'avais des contraintes personnelles importantes, que je me suis dit, allez, c'est parti, c'est le moment, on y va. Mais qu'est-ce qui vous a décidé? C'est quoi le déclic, en fait? Mais je crois le challenge, en fait. Ah ouais? Je crois que j'aime bien essayer quelque chose quand on me dit que ça va être difficile. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur, vous? Si, un petit peu quand même. En fait, il y a l'apparence et puis ce qu'on est... voilà. Moi, on me dit souvent que j'ai... en apparence, quelqu'un qui a très confiance en elle, ce qui n'est pas forcément vrai. D'accord. Mais quelque chose que j'ai appris par le monde politique auprès de mon père, c'est vraiment d'avoir... Et puis, quand je faisais du théâtre aussi, c'est aussi d'avoir, en fait, ce costume. Voilà, de se dire, j'ai peur, mais ça se verra pas. Voilà, j'avance. C'est le fake it until you make it. C'est ça. Voilà, donc ça a marché pour vous. Ouais, c'est ça. Ça a marché pour moi. Tous les jours, hein, j'ai peur, mais j'y vais. Et alors, comment ça marche? Comment on devient collaborateur politique? On rencontre des hommes et des femmes politiques et hop, on fait un deal, on s'entend bien, on y va? Comment ça marche? Alors, de façon très, très résumée, presque. Ouais. Effectivement, je pense que la collaboration politique, elle va vraiment dans les deux sens. En fait, c'est pas que l'homme politique qui choisit son collaborateur. Je pense que le collaborateur choisit également l'homme politique avec qui il travaille. C'est un métier de confiance constante. S'il n'y a pas de confiance, ça ne peut vraiment pas fonctionner. Et donc, je pense que la collaboration est totalement mutuelle. Donc, on décide de travailler ensemble. Moi, j'ai eu de la chance à l'issue de mes 4 ans à la maison. C'est que j'ai rencontré un maire qui venait d'être élu et avec qui on s'entendait très bien et qui m'a dit « je cherche quelqu'un pour m'accompagner au quotidien ». Et je lui ai dit « ok, mais par contre, moi, j'ai des contraintes personnelles importantes encore à l'époque puisque PIA n'était pas encore un institut, donc j'avais quand même 50% de ma semaine qui devait être dédiée à PIA. » D'accord. Et il m'a dit « bon, écoute, on essaye et puis on verra ». Et en fait, ça l'a fait tout de suite. Parce que je pense que j'étais calibrée pour ça. Vous posez votre cadre clairement. Exactement. Oui, j'ai toujours posé mon cadre dans les entretiens que j'ai passés, puisque j'ai changé, j'ai évolué sur les 5 dernières années. Mais à chaque fois, j'ai toujours été claire en disant, on se connaît politiquement, on discute d'éventuellement travailler ensemble dans quelques mois. En revanche, on ne s'interdit pas de se dire non. Voilà. Et c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de nous revoir dans le cadre du monde politique, etc. Et puis la deuxième chose, c'est... Moi, j'ai des contraintes personnelles qui sont celles-ci. Il y a des fois, je vous dirais non. Il y a des fois, je vous dirais, je ne peux pas être là parce que j'ai un rendez-vous à l'hôpital et en fait, les rendez-vous dans l'hôpital, je ne choisis pas les créneaux. Voilà. Donc, il faut que ce soit clair entre nous. Mais alors, comment on fait pour ne pas culpabiliser? Parce que quand vous êtes au boulot, j'imagine que vous pensez à votre fille. Et quand vous êtes avec votre fille, vous vous dites, oh là là, il y a une réunion ce soir et j'y suis pas? Alors, les deux sens sont un petit peu différents. Autant, quand je suis au boulot, oui, je pense à ma fille, mais en fait, elle est dans un institut avec des professionnels passionnés qui la prennent en charge. Donc, je suis totalement en confiance. Okay. Je suis pas inquiète. Vous vous libérez? Je me libère totalement. Ouais, honnêtement, je suis totalement libérée une fois qu'elle est là-bas. À l'inverse, c'est vrai que quand je suis à la maison ou avec elle à l'hôpital et qu'il y a une réunion importante, ça peut m'arriver de me dire « Ouh là là, mais je devrais être là-bas ». Et à la fois, j'ai avec moi au quotidien une équipe en qui j'ai confiance. Je sais qu'ils vont m'appeler s'il y a un problème, qu'ils me feront des retours d'expérience, etc. Je m'organise aussi. On sait qu'à certains créneaux, c'est bloqué. Je ne peux pas être là parce que j'ai des obligations. Mais voilà, c'est l'organisation, de la confiance, une capacité aussi un petit peu à déléguer, qui n'est pas toujours facile. Parce que les directeurs de cabinet, nous, notre métier, c'est de contrôler les flux, de contrôler tout ce qui se passe et d'être sûr que tout va bien. Voilà, mais j'ai la chance d'être entourée d'une équipe solide. Donc votre retour d'expérience, c'est quoi? C'est que ça fonctionne et que c'est possible de cumuler tous ces engagements finalement. C'est ça. Ça fonctionne. En fait, avec une bonne organisation, ça fonctionne. Quand j'ai été nommée récemment sur l'Association nationale d'Extera,
au tout début, je me suis dit, mais comment je vais faire pour rajouter ça dans mon quotidien ? Ouais. Et puis, en fait, il faut toujours, comme quand on a un autre enfant, en fait. Et en fait, il faut remettre à plat le planning, remettre à plat les obligations, la façon dont le puzzle s'enchaîne. Ouais. Et puis, au bout de quelques semaines, ça roule. Et puis définir ses priorités, non ? Exactement, définir ses priorités. Être capable aussi, des fois, de dire non, ou cette fois-ci, je peux pas, donc j'ai besoin d'aide, etc. C'est pas toujours évident d'accepter d'avoir besoin d'aide, mais voilà, je le fais au quotidien. Oui, puis d'accepter finalement ce que vous disiez tout à l'heure, de ne pas être là. Oui. Enfin, ou en tout cas d'être à ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. C'est ça. Et c'est pas grave, j'entends quand même qu'il y a beaucoup de déculpabilisation chez vous. C'est un long travail. C'est un long travail. Oui, c'est un vrai travail. Ça n'empêche que quand je suis pas à une réunion à laquelle j'aurais voulu être, mais que j'ai mon obligation, je suis la première qui appelle quand la réunion se termine en disant bon alors, le retour c'est quoi ? Je peux avoir le débrief. C'est ça, j'ai besoin du débrief. Voilà, peut-être qu'il y a quelques années, j'aurais pas réussi à décrocher comme ça, mais je crois qu'en fait, quand on évolue professionnellement, le secret, et je pense que c'est ce que j'ai réellement appris du maire avec qui je travaille aujourd'hui, c'est on s'entoure de professionnels, ils sont là pour ça, et en fait, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc, quel conseil vous donneriez aux jeunes femmes qui nous écoutent et qui se disent « Ah, bah tiens, c'est vrai, j'aimerais bien, moi, travailler comme ça dans la fonction publique ou politique ». Il faut forcément faire partie d'un parti politique pour faire ce que vous faites comme travail ? Alors, il faut être encarté, pas forcément. En revanche, il faut avoir des réelles convictions, puisque moi, aujourd'hui, je travaille avec un maire d'une certaine étiquette politique. Demain, je ne peux pas aller travailler, ne serait-ce que pour mes convictions personnelles. Je n'irai pas travailler avec un de nos opposants politiques actuels. Donc oui, il faut être engagé, il faut y croire, en fait, tout simplement. Même au sein d'une même famille, on peut avoir des fois des projets qui nous engagent plus, qui nous donnent plus l'envie de travailler à son service et effectivement... Oui, il faut y croire, mais en même temps, c'est pas vous qui êtes devant. Non, mais on se dit qu'on est finalement un élément ou un rouage de toute la machine. Moi, quand quelque chose aboutit ou se passe bien, je me dis, j'y ai participé, comme l'élu avec qui je travaille a encore plus participé, et comme les équipes que j'ai au quotidien autour de moi y ont participé également. Il faut quoi comme qualité pour réussir dans ce genre de job ? De l'audace. Je pense déjà, ne pas avoir peur du réseau, d'arriver dans une pièce où on ne connaît personne et on ressort avec des infos ou des connaissances. Enfin, il faut aller vers les autres quand même. Il faut aller vers les autres. Moi, j'ai eu une anecdote là-dessus que je vous confie. Ouais. On est entre nous. Et comme je disais, j'ai un père qui était très engagé en politique. Et notre papa nous a toujours dit il faut toujours être à l'aise partout où tu vas. Jamais montrer tes faiblesses, toujours montrer que tu es capable de le faire. Et du coup, nous, à des réunions politiques, à l'époque, en Haute-Savoie, il nous emmenait, mon frère, moi, à tour de rôle, parce qu'on a quand même 14 ans d'écart, donc il l'a pas fait en même temps, mais il nous emmenait dans des réunions politiques avec lui. Et puis, devant la salle, c'est arrivé qu'il nous plante en nous disant « Bon, moi, je vais y aller, je connais personne, d'accord ? Toi, tu rentres dans 5 minutes. Puis si dans 3 minutes, personne n'est venu te parler, c'est que tu as loupé ton entrée. » Ah oui, c'est à la dure. Voilà, c'était un peu à la dure. Ouais. Mais du coup, ça a permis aussi de se dire, j'y vais. En fait, je connais personne ce soir, mais c'est pas grave, je vais rencontrer du monde. Donc, je pense que les qualités pour s'engager dans ce job-là, c'est, comme je le disais, l'audace, l'envie de faire toujours des nouvelles rencontres, parce qu'en fait, moi, c'est ça qui m'alimente aussi. Je parle souvent de nourriture intellectuelle, mais moi, les échanges, la découverte, c'est ce qui me nourrit, en fait, réellement. Donc, je pense qu'il y a vraiment ça. Et puis finalement, l'envie de gagner un petit peu aussi, quand même. Voilà, c'est un peu pour ça. Et alors, j'ai une dernière question d'émission. Si vous aviez une baguette magique, ou que vous étiez nommée peut-être directrice de cabinet d'un ministre demain, quelles mesures vous mettriez en place pour que les femmes, elles soient plus présentes, plus visibles, plus écoutées dans l'espace public ou dans le débat public ? Alors, moi, ça serait plus sur de l'accompagnement que je trouve qui serait important de travailler, notamment au niveau de l'enseignement. Sur la fin de nos études, je l'ai vu à la fac de droit, on fait venir des grands avocats, des grands experts pour qu'ils témoignent de leur vie professionnelle. Donc, ils nous parlent de leurs grandes affaires, etc. Donc, c'est passionnant. Mais à aucun moment, on nous dit « ça va être difficile ».
Parce que vous avez aussi une vie personnelle à côté, et il va falloir tout mener de front, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Et je me dis, renforcer ce côté humain, intergénérationnel, mais surtout humain, se dire, on veut de l'humain, en fait, dans les témoignages. On veut la vérité. On veut de la vérité, oui, vrai. Je pense que ça, ce serait vraiment quelque chose, à mon sens, qui serait important. J'aurais aimé que quand je sortais de la fac de droit à 23 ans, une femme de 40 ans, d'expérience ou de 50 ans, qui avait une super carrière, me dise, il y a des moments, ça va être difficile, mais accroche-toi, parce que la satisfaction que ça va t'apporter sera immense. Donc des rôles modèles féminins. Oui, exactement. Des modèles féminins, mais qui nous parlent de l'humain aussi. Et je pense que ça, c'est essentiel. Jessie, merci beaucoup d'être venue prendre ce Café des Lyonnes ce matin avec nous. Avec plaisir. Pour les gens qui nous regardent et qui auraient envie d'en savoir plus, on peut aller voir votre association Apipia sur Internet. Et puis, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous ce matin. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous. Merci.